La deuxième grande classe thérapeutique qu'on utilise aujourd'hui dans l'ostéoporose, c'est le denosumab, avec la grande découverte, on va dire, des années 90-2000 dans l'ostéoporose au plan biologique, c'est le système Rank-Rank-Ligand. Donc on pensait en fait qu'au début, pour faire un peu rappel à vos vieux cours de physiopathe, l'ostéocyte, qui est cette cellule qui était c'est le vieil ostéoblaste qui était piégé au niveau de la trame osseuse, on pensait que c'était une vieille cellule qui allait mourir et qui n'avait aucun intérêt. En fait, pas du tout. L'ostéocyte et l'ostéoblaste, qui est mis ici en bleu, sont en fait des gros producteurs de Rank-Ligand, qui sont en fait des molécules qui vont en fait stimuler la production et l'activité de l'ostéoclaste, qui celui-ci est la fameuse cellule qui est à l'origine de la résorption osseuse. Or, l'ostéoporose, comme on le sait, c'est une hyperrésorption qui apparaît après la ménopause, pour une ostéoformation qui reste plus ou moins diminuée, voire normale, voire stable. Et donc la résorption osseuse qui s'emballe. Et donc en fait, on s'est rendu compte que la stimulation des ostéoclastes via le système Rank-Ligand était surexprimée. Il n'y a pas d'ailleurs que dans l'ostéoporose que ces choses aussi arrivent. On s'est même rendu compte aussi que dans les maladies osseuses, notamment les maladies inflammatoires et les maladies articulaires type la polyarthrite rhumatoïde, il y a un hyper-recrutement aussi de ces molécules-là. Le déplacement du membre inférieur, il est classique. Il est lié à la force de traction des différents muscles. Vu que la tête ne tient plus, les muscles tirent dans un sens et tirent dans l'autre, et on se retrouve avec un membre qui est raccourci et qui est en dedans. Donc c'est très caractéristique. Par contre, c'est vrai que c'est difficile avec ce raccourcissement de savoir si c'est une fracture du col du fémur ou si c'est une fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Donc pour les fractures cervicales, je vous rappelle la classification de Garden, cette classification en fait est importante parce que elle conditionne le traitement. Et elle conditionne le traitement et notamment elle conditionne le fait que la vascularisation de la tête qui va se trouver sous le col va être interrompue ou pas. En gros, si l'artère qui passe là, elle est interrompue, la tête, on se dit qu'elle va nécroser. Donc, dans les deux premiers cas, le type 1 et le type 2, on peut relativement synthéser la tête du fémur, c'est-à-dire mettre des vis pour justement garder la tête du fémur. Et dans les types 3 et 4, là, ça dépend de l'âge, mais en gros, chez les gens jeunes, on va se battre pour garder la tête du fémur. Et chez les personnes âgées, et là, c'est notre sujet, on fera des prothèses. Pour les prothèses de hanche, il peut bien sûr y avoir une luxation de la prothèse. Pareil, moins de 1% des cas. Sur les prothèses, donc pour fracture, les prothèses intermédiaires, c'est extrêmement rare. Et si une prothèse intermédiaire se luxe, il faut souvent chercher une infection post-opératoire. C'est une des premières causes. Pour les ostéosynthèses, donc les clous, les complications orthopédiques, ça va être le déplacement ou le démontage. Il y a un petit déplacement secondaire, c'est pas très grave parce que l'os et les travées osseuses vont se reformer. S'il y a un démontage complet, ça c'est un échec d'ostéosynthèse qui peut amener à une reprise ou éventuellement la mise en place d'une prothèse si vraiment la situation est compliquée. Les complications tardives, on peut avoir de la même manière des infections tardives sur matériel, ça peut être à 6 mois, ça peut être à 1 an, ça peut être à 2 ans, surtout sur les prothèses de hanche, du fait de pathologies générales. Souvent, on incrimine, on essaye de rechercher des foyers dentaires, des foyers infectieux urinaires, ou parfois on envoie des foyers infectieux digestifs. Les signes sont à peu près les mêmes. Une cicatrice qui coule, une hanche qui devient douloureuse si elle ne l'était pas avant, et surtout la CRP qu'il faut regarder. On se base beaucoup moins maintenant sur la VS pour les diagnostics d'infection de prothèses. 500 000 blessures nécessitant un recours médical, 125 000 hospitalisations sont directement ou indirectement liées à des chutes par an en France, 9 000 décès, donc beaucoup plus que les accidents de la route. Et ces chutes entraînent des pertes d'autonomie. C'est pas quelque chose d'entrée. Et quand on rentre dans ces cercles vicieux de la chute, on a du mal à s'en sortir.
Hein, on le voit tous au quotidien, les gens ils tombent, ils retombent, ils reviennent, ils vont en SSR, ils vont en chirurgie, col du fémur à droite, col du fémur à gauche, ils se luxent, ils reviennent, le poignet, le tassement. Voilà. Traumatisme physique, on va en parler, c'est là qu'on a le col du fémur, mais il ne faut pas oublier, le gériatre ne peut pas s'empêcher de parler du reste, parce que c'est ça tous les patients ont. Ceux qui sont tombés, ils ont de la peur de retomber. Hein, c'est important pour la rééducation après aussi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans leur lit. Même s'ils n'ont pas de fracture, ils disent, bon, moi je suis tranquille. Le meilleur moyen de ne pas tomber, c'est de rester dans mon lit. Donc on perd du muscle, sarcopénie, fonte musculaire, on se remet debout, on tombe encore, et ça recommence. Donc il y a un moment où il faut expliquer aux gens, voilà, vous avez peur de tomber, mais on est là pour vous rassurer, il faut des équipes spécialisées, des soignants, des kinés, des gens qui s'en occupent s'il n'y a pas de fracture. S'il y a fracture, c'est autre chose.